Pourquoi se priver de belles émotions esthétiques que l'art peut nous fournir uniquement sur des questions de désaccord idéologique? C'est tellement stupide. Puis c'est je le redis, c'est un manque de respect pour l'art. C'est un manque de respect pour l'art. Une œuvre parle en elle-même. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. We need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. On est à la saison 2, mon cher Félix. La saison 2, oui, qui était pas supposée être une saison 2 au départ, mais tu sais, les aléas de la vie ont fait en sorte que ça a été un petit peu long avant qu'on reprenne les émissions. Oui, malheureusement. On s'excuse aux gens. On s'est ennuyé d'ailleurs, on s'est vraiment ennuyé. Moi, j'avais hâte de recommencer, là, honnêtement. Ouais, c'est ça. En plus, c'était une belle période pour s'ennuyer, hein, on va se le dire. Le moment était bien choisi pour s'ennuyer. Ouais, t'as bien raison. Oui, donc, écoutez, au programme, on a un bel épisode intéressant aujourd'hui. En fait, on a changé un peu le concept, juste peut-être avertir nos fidèles au podcast. Dans le fond, on a changé un peu le setup. On va faire des épisodes plus petits. On a changé de décor aussi. On n'est plus à la Cinémathèque, malheureusement. Là, on est rendu chez Félix. Hein? C'est lui qui est l'hôte. Moi, j'étais pas obligé de le dire. On aurait pu laisser le mystère. D'un coup, que les gens pensent qu'on a un studio secret quelque part dans une cave. Ça aurait été... Moi, j'aurais aimé que les gens croient ça. Mais là, tu as vendu la mèche. C'est mon salon. Hein? C'est comme ça. Faut vivre avec. Mais on a bien du fun. Puis, ça va nous aider beaucoup à la production. Tout va être beaucoup plus simple pour nous. Évidemment, on n'est pas bloqué pour avoir des invités, hein? On s'entend, on aimerait en avoir, mais pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur des chroniques. On a beaucoup de sujets à couvrir. Je pense que vous allez vraiment être contents. On couvre plein de choses. J'ai retrouvé le côté qu'on aurait aimé un peu au début de deux gars qui jasent de cinéma et non juste comme sentir la pression là, de toujours avoir des invités. Mais bref, ça, c'est un autre sujet, on pourrait en parler longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, on est vraiment content que vous nous suiviez. Hein? On a été un peu absent, mais là, on revient et on part pour vrai. On revient en force. Ah ouais. Fait que là, le sujet cette semaine, mon Félix, peux-tu nous éclairer là-dessus? Oui, en fait, on s'est dit qu'on voulait faire une émission sur un sujet qui n'est pas juste en rapport avec le cinéma forcément, mais qui impacte énormément le cinéma. C'est le sujet de la cancel culture parce qu'on s'entend que tout le monde en parle ces temps-ci, que certains disent en français culture de l'annulation, je pense que c'est comme ça qu'on l'a traduit, mais on s'entend qu'à la base, c'est plus comme beaucoup de mauvaises choses, ça vient des États-Unis, donc c'est la cancel culture. Et puis, on s'entend que nous, comme cinéphiles, souvent, ça vient à nous impacter un peu parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qu'on aime ou d'acteurs qu'on aime, d'actrices qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment. Là, mais bref, il y a beaucoup de gens du milieu qui ont été victimes un peu de ça. Et puis, le but ici, c'est important de dire, c'est pas de comme se sous-entendre que il n'y a pas des gens dans le milieu qui peuvent avoir des comportements déplorables et criminels et que c'est évidemment que ça, il faut en parler. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Là où ça devient un problème, le sujet de la cancel culture, puis le pourquoi je pense qu'il faut qu'on fasse une émission là-dessus, c'est que ça arrive un point où ça impacte les œuvres aussi. Et là, ça devient beaucoup plus grave parce qu'un individu, on s'entend, peut être jugé, peut être condamné selon qu'est-ce qu'il a fait. Mais normalement, une œuvre, surtout quand on parle de grands classiques, normalement, il devrait y avoir, la culture devrait être un peu intouchable, puis on devrait faire comme certains... on devrait être capable de faire certaines nuances, parce que souvent, quand il y a des...
on dit souvent qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens que quand ils entendent ça, ils comprennent mal qu'est-ce que ça veut dire. Séparer l'homme de l'œuvre, ça veut pas dire tout excuser ce qu'une personne a fait. Ça veut dire de comprendre que les deux, l'homme et l'œuvre, ont une autonomie. Une fois qu'un film a été fait, c'est pour les films, mais c'est vrai pour les romans, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai pour tout ce que tu veux. Une fois qu'une œuvre a été faite, elle acquiert une certaine autonomie, puis elle a une valeur en elle-même. Puis selon moi, de commencer à dire comme, OK, faudrait plus voir les films d'un tel, faudrait les enlever de l'affiche parce que telle personne a fait des trucs qui n'ont pas de bon sens. Selon moi, c'est manquer de respect à l'art énormément, puis il faut dénoncer ça. Mais ouais, puis je me rappelle que dans un épisode de la saison 1, on avait déjà parlé de ça, puis ce qui est le plus difficile, en fait, moi, je trouve, c'est comme tu dis, il faut comprendre que canceller quelqu'un, c'est pas de canceller... Il faut pas canceller l'œuvre, parce que l'œuvre, comme tu dis, doit vivre d'elle-même. Parce qu'une œuvre, un coup qu'elle est faite, elle est là pour durer, elle est là pour rester après. Est-ce qu'elle va être reconnue? Est-ce qu'elle va ressortir au public, etc.? Ça, c'est tout le temps des questionnements, des questions d'archives. Mais ce que moi, je trouve vraiment important, c'est, je me dis, ce qui est le plus important là-dedans, puis le plus dur à gérer, c'est qu'on a l'impression que quand on encourage une œuvre, donc son artiste associé, c'est qu'on fait une sorte de marketing. Je pense que c'est là que tout le malaise est là, en fait. C'est que quand, par exemple, tu prends un nom, tu dis « OK, on sait qu'il a fait ça, il a été salaud, elle n'a pas été correcte, whatever, qui? » Ben, on se dit « Ah, ben, je vais canceller cette œuvre-là, tu sais. » Mais si je regarde cette œuvre-là, j'ai l'impression d'être complice puis d'encourager cet artiste-là. Puis on dirait que c'est tout le côté promotionnel, marketing, qui fait que moi, c'est ça que je trouve le plus difficile. Mais évidemment, un bon film, c'est un bon film. Puis ça finit là pour moi. Tu sais, je me dis, un bon film, c'est un bon film, même si c'est pas des gens corrects qui l'ont fait. Mais c'est ça, c'est un peu... Ah ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des questionnements éthiques des fois, mais on s'entend-tu qu'on parle, plus souvent qu'autrement, on parle d'affaires dont on n'est pas sûr aussi, là? Ouais. Je veux dire, est-ce que... Souvent, quand on parle de questions qui peuvent être liées à des agressions ou à des mauvais comportements ou à des trucs comme ça, qu'est-ce qui est la part du oui-dire? Qu'est-ce qui est la part de qu'est-ce qui est la vérité vraie? Souvent, c'est rarement aussi simple que qu'est-ce qu'on veut se faire croire. Tu sais, un exemple qui me viendrait en tête très, très clair. Moi, comme tu sais, puis comme les gens ne savent pas, mais je vais le dire, fait qu'ils vont le savoir, j'ai fait ma maîtrise sur Roman Polanski, puis ça, c'en est un qui est ultra controversé pour des raisons claires, parce qu'il y a quand même, on parle de crimes sexuels, mais si on s'intéresse précisément à ce qui est arrivé dans l'affaire Polanski, je rappelle les grandes lignes pour ceux qui ne sont pas au courant. Dans les années 70, Polanski vivait à Los Angeles à l'époque, et puis il y a eu une relation sexuelle avec une fille de 13 ans, ce qui a débouché sur poursuite en cours, et puis... Au départ, bon, il y avait des arrangements qui avaient été pris avec le juge, mais là, le juge, pour essayer de mousser sa popularité, c'est ce qu'on croit comprendre dans des documentaires qui ont été faits là-dessus, comme Wanted and Desire ou comme d'autres. Parce que, bref, le juge a tenté a tenté d'utiliser cette histoire-là pour mousser un peu sa carrière en disant « Vous allez voir, je vais condamner Polanski » et tout ça. Donc, sur certains points, il y a eu un certain déni de justice. Et c'est là où ça devient très complexe, parce que autant on peut se dire ce qu'il a fait est horrible, mais en même temps, il y a aussi des zones d'ombre dans la manière dont la justice américaine a procédé là-dessus. Et puis il y a aussi la question de la victime aussi, parce que souvent on parle jamais de la victime, mais Samantha Gamer, la jeune fille en question qui justement, qui est la victime de Polanski, ça fait des années qu'elle sort dans les médias pour demander qu'on arrête les procédures, puis elle a même déjà dit que pour elle, les enquêteurs, puis en fait, la justice américaine lui avait fait plus mal que Polanski en réalité. Donc, à un moment donné, c'est pas qu'on veut comme effacer ce qui s'est passé et dire « Ah, t'es un grand artiste, t'as le droit de faire ce que tu veux », mais il faut aussi comme reconnaître qu'il y a des zones d'ombre dans la réalité, qu'on sait pas toujours ce qui s'est passé. Donc, avant de porter un jugement, des fois, c'est peut-être mieux de ouais, des fois, c'est hein. vrai que c'est difficile, puis ça, c'est le plus dur. On sait pas la vérité. Fait que qui dit vrai là-dedans, puis ça, c'est un problème aussi, je trouve, t'as raison. Puis ce que je trouve dommage aussi... Woody Allen, c'est encore pire, excuse-moi de couper, mais c'est parce que dans le cas, dans l'exemple de Woody Allen, bon, il y a beaucoup de gens qui disent « il faut plus voir ses films », même il y a eu du mal
scandale à publier son autobiographie. On voulait carrément... Il a fallu qu'il change d'éditeur, tout ça. C'était l'espèce de gros scandale. Mais dans le cas de Woody Allen, c'est encore une coche pire parce que, oui, il est accusé de choses, mais il n'y a pas déjà, lui, il nie, puis il n'y a pas de preuves. Là. Qu'est-ce que... rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Un individu a quand même le droit au bénéfice du doute, puis je sais qu'en disant ça, je me ferai pas aimer. Puis non, mais c'est normal. C'est normal parce que les crimes qui sont imputés sont tellement horribles que c'est normal d'avoir une inquiétude, d'avoir une réaction là-dessus, mais il ne faut pas non plus tomber dans la chasse aux sorcières. Oui, puis moi, ce que je remarque souvent dans ces cas-là, puis on l'a vu dernièrement avec justement le classique Amber Heard et Johnny Depp, tu sais, des fois, accuser quelqu'un, oui, c'est peut-être pas parfait, il y a des relations, peu importe que ce soit un couple ou peu importe qui contre qui, là, mais moi, ce que je pense, c'est que dès qu'il y a doute, surtout des gens qui sont très connus, des célébrités qui a des millions et des millions, je veux dire, le procès, c'était genre 300 millions de personnes qui ont vu ça, c'est comme si tous les États-Unis avaient vu ça, c'est énorme, mais dès qu'il y a un petit doute sur quelqu'un, ben là, il y a un effet de masse qui suit ça. C'est là le danger, puis c'est ça que je trouve plate, parce qu'il faut aussi voir à l'inverse. Pas juste se dire, oui, il faut défendre les victimes, clairement, mais quand il y a des gens qui essayent juste d'atteindre la réputation de quelqu'un, puis qui montent un bateau contre toute une société, puis que la société embarque là-dedans, ça arrive aussi, puis moi, c'est là que j'embarque pas, puis que je trouve ça désolant de voir dépérir des gens qui, au final, ils n'ont rien fait. Fait qu'il faut voir les deux côtés de la médaille, puis c'est là, puis comme je dis, si c'est vrai, j'ai pas de problème. Si c'est vraiment arrivé pour vrai, j'ai pas de problème à ce qu'on fasse, que la personne paye son dû, puis écoute, si c'est la vie en prison, si c'est whatever quoi, je m'en fous. J'ai aucun problème. Mais il faut toujours quand même avoir le doute aussi, là. Faut en parler. T'sais. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, une société où on condamne juste sur des accusations, vient un moment où c'est tout simplement plus viable, en fait. Puis je pense que c'est ce qu'on découvre, en fait, avec le procès Johnny Depp versus Amber Heard. C'est qu'il y en a qui disent que c'est un peu la mort du mouvement MeToo, mais est-ce que MeToo n'était pas un peu condamné à la base, dans la mesure où si tu dis qu'une dénonciation, c'est suffisant pour qu'il y ait une condamnation, ben là, tu ouvres une boîte de Pandore, puis tu te retrouves dans une situation où tout le monde est à risque. Je veux dire, hommes, femmes, connus, pas connus. Je veux dire, on est tous dans le même bateau. Si n'importe qui peut pointer quelqu'un et dire « Hey, lui, il m'a fait ça », puis que tout le monde le croit. C'est ça. Je trouve que c'est une peur. C'est une peur... Je trouve qu'il est de plus en plus là, avec les nouveaux mouvements. Puis attention, je ne suis pas en train de dire que les mouvements, par exemple, comme MeToo, etc., n'ont pas lieu d'exister. Au contraire, moi, je pense que c'est très bien, puis qu'il y a des gens que tant mieux si ça les a aidés, des femmes victimes, des hommes victimes, peu importe. Moi, je suis super d'accord avec ça. Mais comme je dis, il faut que ça soit véridique. Il faut qu'il y ait des... que ça soit vrai. Là. Si c'est des histoires inventées, là, moi, je suis sûr, là, on a amené... On a commencé l'émission, puis on a tout de suite amené le débat sur, justement, les sables mouvants de la question des agressions. Puis ça, c'est toujours tellement lourd parce qu'on a beaucoup de compassion pour les femmes ou les hommes qui peuvent vivre ça, mais c'est des crimes qui, par nature, sont difficiles à prouver. Donc, on est toujours peu comme... pris dans le mur avec ça, puis on sait comme pas trop quoi faire. On pourrait, si t'es d'accord, recentrer ça aussi sur d'autres sujets, parce que la cancel culture, c'est pas que ça, bien entendu, c'est beaucoup plus large, là. C'est aussi très idéologique, c'est aussi de vouloir censurer des gens qui ne pensent pas comme il faut, puis ça, c'est encore plus déplorable. Ben oui, parce que là, on touche, veut pas, à la liberté d'expression, fait que là, c'est autre chose, c'est un gros thème, là. Mais oui, 100%. Je veux dire, il y a des gens qui c'est l'idéologie. C'est pas juste une question de... Je pense qu'on vit dans des sociétés justement démocratiques où tout le monde a le droit à son opinion, puis ça se retrouve dans l'art. Fait qu'après, puis je veux dire, c'est pas nouveau. Dans les années 50, tu sais, la fameuse blacklist américaine d'Hollywood. Oui. C'est ça, là. C'était carrément, t'es pas d'accord avec nous, t'es communiste, quoi que ce soit, ben c'était la cancel culture de l'époque. Oui, tout à fait. C'est exactement le même pattern, avec toujours les mêmes arguments qu'il faut protéger le public de je ne sais trop quelle menace de gna gna gna. Puis aujourd'hui, t'as des personnes aujourd'hui qui subissent ça. James Wood, par exemple, vu trop républicain, trop pro-Trump, puis je trouve plus drôle à Hollywood. Gina Carano aussi, une actrice qui a été dans Deadpool, puis qui a été dans The Mandalorian aussi.
peut plus travailler, s'est fait mettre dehors des séries parce que elle a fait des commentaires pro-Trump, donc on veut pas la voir. Mais qu'elle soit pro-Trump ou anti-Trump, est-ce que ça fait d'elle une moins bonne actrice? C'est ça, non. C'est justement, tu sais, après, c'est des idéologies, chacun a le droit. T'es pas obligé d'être d'accord, mais après, tu sais, ça n'a aucun lien, l'idéologie de comment tu penses dans ton travail, tu sais. Je veux dire, le travail, c'est le travail. Ta vie personnelle, c'est ta vie personnelle. Fait qu'après, je comprends, c'est parce que c'est ça qui arrive. Il y a tout cet effet de, comme tu disais, tu sais, ça mousse, tu sais, parce que quand tu es une célébrité, surtout, tu es reconnu. Fait que là, il y a des millions de personnes qui suivent ça. Puis là, ça donne, tu sais, les paparazzis, surtout aux États-Unis, c'est comme infernal, là. Tu sais, ici, on a moins cette culture-là. Mais aux États-Unis, c'est énorme. Je veux dire, tu fais un faux pas, puis waouh, la planète est. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est malsain parce qu'on dirait que ça devient un concours de qui va canceller plus, tu sais. Ouais, on se rappelle de la gifle de Will Smith dont on a ben trop parlé, mais bon, c'est l'exemple qui me vient en tête en ce moment. Ouais. Je veux dire, ça commence par on voulait l'expulser de la salle. Après ça devient comme on le met dehors de l'académie. Après ça devient comme je pense qu'il voulait retirer ses films qui étaient sur Disney+. Fait que ça devient comme une espèce d'escalade. Ouais, ben c'est ça. Comme oui, on y fait ça, ben regardez-moi ce que moi je vais être capable de lui faire. Moi je vais être canceller encore plus. Là. Exact. C'est quoi après? Tu vas mettre un scellé sur sa maison. Là. Ça finit où, là, cette histoire-là? C'est ça, il y a comme plus de limites, on dirait. Puis c'est ça. Puis après, il y a toute la question, comme tu dis. Tu sais, imagine quelqu'un on va dire, qui est accusé faussement, puis qu'il perd des contrats. Tu sais, je veux dire, c'est quand même grave, là. Tu perds des opportunités dans ta vie parce qu'il y a un doute. Pas parce que ça a été prouvé ou parce que tu es accusé pour vrai. Juste parce que tu as été, t'as été prouvé coupable. Là. Non, c'est juste par des accusations. Il y a des gens qui vont se détacher de toi. Pourquoi? Parce que ta réputation est comme salie en partant. Fait que tu perds des alliés en partant. Puis ça, c'est dégueulasse, je trouve. Là. Mais comme je dis, dans le contexte où c'est faux. Comme je dis, oui, c'est ça. Puis dans un contexte aussi où les gens sont comme devenus très, très sectaires puis très, très intolérants sur leurs idées. Tu sais, moi, dans l'absolu, tu sais, d'apprendre qu'un artiste que j'aime n'est pas d'accord avec moi sur certains enjeux ou sur sa vision de la vie ou sur je sais pas quoi, moi, je suis très capable de vivre avec ça. Là. Je veux dire, des grands artistes, il y en a eu d'absolument toutes les opinions, dont certains qui avaient des opinions incroyablement funky. Mais je veux dire, il faut avoir la maturité à un moment donné de vivre avec ça, de se dire, regarde, si on se dit que notre société est pour la diversité, ben la diversité, c'est aussi la diversité d'opinion. Ça devrait surtout être la diversité d'opinion. 100%. Tu sais, il y a des acteurs ou peu importe des actrices. Tu sais, on parlait, je me rappelle de l'épisode avec Klaus Kinski. S'il y a eu quelqu'un dans la vie avec qui tu voulais juste pas être parce qu'il était déplaisant à souhait, c'est bien lui. Tu sais. Tu voulais pas être avec lui, il voulait pas être avec toi. C'est ça. Mais pourtant, quand on voit ses films... Quand on voit ses films, on capote sur lui. Grand acteur. Au niveau juste de l'acting, c'est un maître allemand incroyable, ce gars-là, tu sais. Mais c'est ça. Mais tout le à côté, on l'aime pas, tu sais. Mais comme tu dis, des fois, à un moment donné, tu regardes pas un artiste pour ses idéologies. Oui, des fois, tu peux te dire, tu sais, je suis pas dans cette tendance-là, ça se peut. Mais en général, si t'aimes la musique que t'écoutes, puis que là, soudainement, 5 minutes après, je te dis, il est telle idéologie, puis que t'arrêtes de l'écouter, c'est un peu bizarre, tu sais. Mais est-ce que tu as les priorités aux bonnes places? C'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faudrait juger une œuvre en fonction des opinions de celui qui l'a produite et plutôt que... l'analyse de l'œuvre en soi, tu sais. Pourquoi tu écoutes de la musique de... Tu sais, je sais pas, moi, justement, de Ted Nugent, qui est un guitariste américain qui fait du rock'n'roll dans les années 70, tu dis... Si je te, mettons, ultra conservateur, voire même ça. Borderline facho. Là, exactement. Tu dis, mais sa musique est bonne, mais si tu l'avais pas su, tu aurais juste continué à l'écouter. Mais là, parce que tu sais ça, tu vas pas l'écouter. Ça crée comme un malaise. Pourquoi se priver de belles émotions esthétiques que l'art peut nous fournir uniquement sur des questions de désaccord idéologique? C'est tellement stupide. Puis c'est je le redis, c'est un manque de respect pour l'art. C'est un manque de respect pour l'art. Une œuvre parle en elle-même. Il y avait une affaire qui m'avait vraiment frustré, peut-être 2 ou 3 ans que c'était arrivé. Il y avait eu, je crois, une exposition du peintre Vermeer, le grand peintre hollandais, et puis je ne sais plus trop c'était quel musée, mais qui avait jugé bon de comme rajouter des petites plaquettes à côté des toiles, juste pour dire comme savez-vous qu'à son époque, il y avait de l'esclavage? Et saviez-vous que c'est méchant, l'esclavage? C'est comme, regarde, premièrement, c'est infantilisant. Deuxièmement,
c'est l'inverse de ce qu'un musée devrait faire. Normalement, un musée devrait être capable de... Parce que les gens qui faisaient ça se défendaient en disant « Ah, mais c'est parce qu'on met en contexte. » Non, c'est l'inverse de la mise en contexte que vous faites. Mettre en contexte, c'est être capable de voir une œuvre d'hier avec les yeux d'hier, de la comprendre dans son contexte. Là, ce que vous faites, c'est que vous sortez quelque chose de son contexte totalement pour le juger en fonction des a priori d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ce qui est justement, que moi aussi, ça marche pas dans ma tête. Puis une chose aussi qu'on parle pas souvent, je trouve, c'est intéressant d'en glisser un mot. Tu sais, quand par exemple, il y a un scandale avec un artiste qu'on aime, peu importe le domaine, tu te dis, OK, si on commence à canceller toutes les œuvres de cette dite personne, comment on peut faire ça en plus quand il y a plein d'autres personnes qui travaillent avec cette personne-là, là? C'est pas, tu cancelles pas juste la personne, au final, tu vas canceller 150, 200 autres personnes, là, dépendamment du domaine. En cinéma, c'est souvent comme ça. Oui, justement. Tu cancelles les films de Woody Allen, tu vas canceller combien d'acteurs, tu penses, combien de producteurs qui sont corrects, combien de techniciens. Combien de techniciens qui ont travaillé, qui se sont fendus le cul pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Puis, ah non, votre travail... Tu sais, c'est ça, non. Le travail, c'est pas juste un réalisateur, c'est pas juste un musicien célèbre, c'est des gens alentour. C'est le gars qui a son studio, c'est la fille qui est actrice, Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Puis d'où, comme tu dis, le respect à l'art, ben c'est ça, c'est une globalité, c'est pas juste une personne en soi, l'art, tu sais. Oui, puis personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de ça. Il y a un exemple que je veux absolument donner, parce que tu connais sûrement Gal Gadot, l'actrice israélienne qui jouait Wonder Woman. Ouais. On s'entend qu'elle, c'est une ultra-féministe, très à gauche. C'est vraiment quelqu'un qui est du côté qui prône l'idéologie progressiste, si on veut. Elle a été victime aussi d'une forme de cancel culture à un moment donné parce qu'il avait annoncé un film sur Cléopâtre et il voulait la prendre, elle, pour jouer le rôle de Cléopâtre. Et là, tu avais plein de gens tu sais, tu as des mobs, des fois, sur Twitter qui se forment, là, puis là, c'est comme des espèces de nuées de sauterelles qui tombent des cieux. Je sais pas, ils n'ont rien de mieux à faire de leur vie, mais bref, là, ils ont décidé qu'ils tombaient dessus. Tu sais, ils se sont dit, pourquoi pas elle? J'ai besoin d'exprimer ma rage quotidienne. Puis, il commençait à dire que, non, mais ça n'a pas d'allure de prendre Gal Gadot pour jouer Cléopâtre, au prétexte qu'elle ne serait pas arabe. Mais c'est crétin à tellement de niveaux. C'est crétin au niveau 1, parce que, déjà, vous qui vous dites progressiste et ouvert et tolérant, tout ça, vous êtes en train de tirer à boulet rouge sur quelqu'un qui est de votre camp. Donc, c'est crétin d'une première façon. C'est crétin d'une deuxième façon parce que... Elle n'était pas arabe elle-même. Cléopâtre n'était pas arabe elle-même. Cléopâtre était grecque, donc petit problème de culture générale. Et c'est triplement idiot parce que, en bout de ligne, qu'est-ce qui l'empêcherait de bien jouer le rôle? Ouais, pareil, c'est ça, exactement. C'est pas la nationalité de l'acteur qui est importante. Ben, c'est ça, c'est le talent, c'est sa job, c'est la job de dire, hey, elle a-tu bien performé dans le film, es-tu capable de faire ça, de relever le défi de Cléopâtre. Fait que ouais, c'est tout ça, c'est ça, puis je pense que, en conclusion, je pense que c'est quelque chose qu'il faut en parler parce qu'il y en a de plus en plus. Je trouve, on voit ça passer, ça éclate l'esprit, que ça soit surtout aux États-Unis évidemment, parce que c'est bon, c'est le terreau. Exactement, tu sais. Mais de plus en plus, on en voit un peu partout, puis c'est triste, tu sais, ça crée, je trouve, de l'émoi beaucoup, puis des fois, c'est ça. Des fois, on peut comprendre pourquoi, des fois, on est du side qu'on veut, puis on n'est jamais du side de la personne qui a mal agi, évidemment, mais il faut essayer de comprendre les choses, puis surtout, dans le domaine artistique, ben, il faut apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est, puis je pense que c'est important que les gens... c'est pas une obligation, vous avez le choix évidemment, mais c'est bien de réfléchir comme il faut avant de tout canceller aussi rapidement, surtout pour suivre la masse. Réfléchissons avant. T'sais. Oui, exactement. Gardez vos neurones. Oui, gardez vos neurones. Ben voilà, je pense que ça conclut bien notre épisode. Encore une fois, merci à tout le monde. Beau message d'espoir. Ouais, hein, c'est beau, hein. C'est restez ouvert, tu sais, restez. Surtout, voyez des films, hein, c'est important. Voyez plein de films. Puis on se revoit la semaine prochaine. On peut dire un petit merci à Pascal quand même, notre technicien. Ben oui, certain. Merci à Pascal, ouais. Merci beaucoup. Pascal qui est notre... en fait, qui est notre nouveau... tu sais, qu'il n'a jamais été sur un set avec nous, mais par contre, c'est lui qui faisait de la post-prod, c'est lui qui faisait la colorisation, il donnait un bon coup de main là-dedans. Un homme orchestre. Eh oui, il fait tout. Fait que, de toute façon, on va mettre dans la description un lien ou quoi que ce soit ou son nom, ça c'est sûr. Fait qu'encore merci Pascal. Et on se dit à la semaine prochaine, mon cher Félix. Semaine prochaine tout le monde.
Bye.